Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Quelle sera votre prochaine aventure culturelle? Chaque mois, embarquez avec nos invités, nos intervieweurs, nos chroniqueurs pour une heure d'immersion au cœur du luxe, de la littérature et de l'art de vivre. Et au sommaire de cette émission, on commence par le Culturoscope de Cem Algül. On parle aujourd'hui de flop. Et oui, on ne peut pas toujours parler de succès et même on ne doit pas toujours parler de succès. Les vertus de l'échec, c'est une exposition à voir au Musée des Arts et des Métiers à Paris et on en parle dans un instant. Ensuite, ce sera Ces livres qui comptent de Anne Bassi, l'interview où la littérature se dévoile autrement. Le principe reste le même, découvrir le livre qui a marqué la vie d'un chef d'entreprise ou d'une personnalité. On est allé à la rencontre de Caroline Rostand qui partage le livre qui a influencé sa trajectoire et sa vision de l'entrepreneuriat culinaire. Puis dans Tempo Luxe, avec Laurent Beffre, nous parlons de luxe durable et créatif. Nous recevons Eric Katz, fondateur de Métal d'Alcôve, qui transforme des abat-jours anciens en luminaires uniques grâce à des piétements métalliques upcyclés. Nous partirons ensuite en Argentine avec le reportage de Béatrice Constant, qui est allée à la découverte d'un nouveau restaurant Paris-Buenos Aires. Le chef Fernando de Tamazo, accompagné de sa sœur Manuela, propose une cuisine argentine authentique, un moment réconfortant pour traverser l'hiver. Et enfin, on termine avec la grande interview. Alors qu'on a beaucoup parlé de bijoux, ce mois-ci, nous plongeons dans l'univers du luxe grand public avec Alain Neymarck, qui est président de Mauboussin, pour découvrir comment la marque conjugue rêve, luxe et accessibilité dans ses créations. C'est parti, c'est tout de suite, c'est Expérience. Et on commence tout de suite l'émission avec le Culturoscope de Cem Algül. Bonjour Cem. Bonjour Sybille. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez fait le tour des réseaux, de l'actualité du mois de novembre, et en fait, on a beaucoup parlé de flop. Oui, Flop, donc c'est une exposition qui avait lieu au Musée des Arts et Métiers, qui donc consacre cette exposition à quelque chose qu'on ne montre jamais, à savoir les ratés de l'innovation. Alors, ça s'appelle Flop, c'est un parcours qui rassemble des objets qui sont ratés. On a aussi des inventions qui sont un peu trop en avance sur leur temps et qui, du coup, n'ont pas marché, ou des idées qui n'ont simplement pas trouvé leur public. En réalité, ce que l'exposition raconte, c'est comment on apprend à inventer. Et il y a toute une réflexion, finalement, autour de la dédramatisation de l'échec. Et aussi, c'est l'occasion de rappeler qu'avant qu'une invention réussisse, il y a beaucoup de tentatives. Chose avant. Donc j'imagine qu'il y a plein d'exemples que vous allez nous raconter. J'ai plein d'exemples, Sybille, à commencer par ces fléchettes. Donc ces fléchettes géantes qui étaient commercialisées en tant que jeu d'extérieur. Il y avait une cible qu'on mettait par terre. Et le problème avec ces fléchettes, c'est qu'elles font 30 cm, qu'elles sont particulièrement lourdes. Donc résultat, 6 morts, 3000 blessés, avant que le produit ne soit retiré de la vente. Oui, bien sûr. J'ai évidemment d'autres exemples. Et là, la Barbie, une Barbie qui a beaucoup fait parler, qui est revenue un peu dans l'actualité à la faveur du succès du film. Eh bien, cette Barbie, quel est son problème? Elle voulait incarner la glisse, l'esprit de liberté, et ceux qui l'ont conçu ont voulu que des flammes sortent littéralement du dessous des rollers. Donc, on a utilisé une pierre à briquet. Le problème, c'est que ça fait des étincelles et que sur des moquettes, c'est jamais une bonne idée. Donc, retirer du marché parce que ça provoquait des incendies. Bien sûr, feu et enfant, ça fait pas bon ménage. Ça fait jamais bon ménage. Dans un autre registre, on a le jeu de société Donald Trump. Donc là, on promet d'avoir une version glamour et accessible du monde du business, finalement. On est comme Donald Trump, on promet de devenir riche, d'écraser ses adversaires. Sauf que le jeu est très complexe, il dépend beaucoup du hasard, donc ça nuit beaucoup en fait à la qualité du moment qu'on passe à y jouer. Il faut mieux le mettre aux oubliettes. C'était pas très drôle. Et donc, après les flops, il y a aussi les objets inutiles ou tout simplement contre-productif. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup vu sur les réseaux une table de ping-pong qui est un peu loufoque, elle est complètement tordue, donc toute partie est impossible. Eh bien, c'est pas une invention. Il y avait tout un espace dans l'exposition qui est dédié à un artiste qui s'appelle Jacques Karelman. Et donc, on lui consacre cet espace où il s'est amusé à créer des objets
introuvables, des objets qui ne fonctionnent pas. En fait, on a poussé la logique à l'extrême. On pouvait trouver par exemple une enclume portable pour les forgerons itinérants qui faisait 40 kilos. Voilà, là l'idée c'est de se moquer aussi un petit peu. On avait des skis chasse-neige, donc fixés dans la position qui permet évidemment d'aller le moins vite possible au ski, c'est peut-être pas l'idéal. En fait, beaucoup d'objets dont le but est de pointer du doigt nos habitudes de consommation qui peuvent parfois être un petit peu absurdes. Et au-delà de ça, il y a aussi des inventions bon, qui finalement, elles, étaient très pratiques, mais qui n'ont juste pas pris pour des raisons culturelles. Tout à fait. On a par exemple, et c'est dans la section les raisons de la galère, on trouve énormément de claviers. Alors, le clavier AZERTY Ah oui, clavier d'ordinateur. Ouais, les claviers d'ordinateur. Donc, les claviers AZERTY sont un héritage des machines à écrire parce que les machines à écrire avaient ce défaut d'imprimer des lettres via des tiges qui répondaient à la pression des boutons. Le problème, c'est que quand on tapait trop vite, les tiges avaient tendance à se coincer. Donc, on a ajusté le positionnement des lettres en fonction. Depuis, on a inventé énormément de claviers qui sont beaucoup plus pratiques, qui rendent beaucoup plus performants, mais ça ne s'est jamais imposé parce que le coût en énergie était trop grand pour reprendre de nouvelles habitudes. Tout ça était trop ancré. Et donc, on fait face là à ce qu'on appelle un sillon technologique. On n'est pas nécessairement dans la bonne direction, mais on continue d'avancer par habitude. J'imagine qu'il y a quand même quelques réussites dans l'eau. Oui, il y a quelques réussites et l'exposition se termine d'ailleurs sur une idée que je trouve très belle, c'est rater pour innover. On a un exemple avec la Wii U de Nintendo qui est sortie en 2013. Alors, tous les consommateurs et les joueurs ont eu l'impression que cette manette était en fait une console indépendante. Manque de peau, ça a créé beaucoup de déceptions. Parce que ce n'était pas le cas. C'était absolument pas le cas. Mais Nintendo est malin, ils ont su corriger le tir pour nous produire, quelques années plus tard, la Nintendo Switch, qui est une des consoles les plus vendues. On découvre enfin dans cette exposition des objets qui avaient tout pour réussir, mais qui étaient simplement trop en avance sur leur temps. On a par exemple les premières formes de visioconférence qui étaient trop coûteuses, mais grâce auxquelles, finalement, on peut aujourd'hui télétravailler. Tout ce parcours, c'est en fait une manière de montrer que beaucoup de flops d'hier sont devenus des évidences d'aujourd'hui. L'exposition complète, elle est à visiter au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au 17 mai 2026. Merci beaucoup, Jem, pour cette belle leçon business. Et on file tout de suite dans un premier restaurant parce qu'on va en faire plusieurs au cours de l'émission. Le premier, c'est pour rencontrer Caroline Rostand, qui est directrice du groupe de restaurateurs Rostand Père et Fille. Tout de suite, place à la littérature avec Anne Bassi. Elle rencontre Caroline Rostand, qui nous raconte comment Boris Vian et Stéphane Zweig ont marqué sa vie professionnelle. Merci Sybille et bienvenue dans Ces livres qui comptent. Aujourd'hui, je reçois Caroline Rostand. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Caroline, vous êtes la 6e génération d'une famille de restaurateurs et de chefs étoilés au Guide Michelin. Vous dirigez plusieurs restaurants, dont celui où on se trouve aujourd'hui, des Ciriers. Les livres ont marqué souvent notre vie, enfants, adolescents et puis adultes. Ils ont influencé notre vie et parfois même notre personnalité. Et aujourd'hui, on va parler des ouvrages qui vous ont marqué, qui ont nourri vos convictions, votre énergie et votre créativité aussi, et qui même parfois vous ont aidé à changer de façon de penser. Diriger un restaurant et cuisiner, c'est beaucoup de choses. C'est imaginer, c'est créer, c'est aimer apprendre, c'est veiller sur la qualité, c'est partager. Quel lien vous faites entre la lecture et la dirigeante que vous êtes devenue ? Tout d'abord, bonjour. Déjà, notre métier est un métier qui est très prenant, d'accord, qui prend énormément de temps. Et on a effectivement besoin d'être concentré, d'être tourné vers l'autre, parce qu'entre nos équipes et nos clients, l'humain est au cœur de nos vies. Et effectivement, une des soupapes pour recharger ses batteries passe par la lecture pour moi. Et c'est vrai que dans ma famille, on est plutôt livre gastronomique et on parle toujours de cuisine. Mais avec ma maman, avec le temps, on a appris, dès qu'on a un livre qui nous passionne, à se le donner, à se les échanger, on les fait circuler. Et voilà, donc la lecture est plus qu'un passe-temps, ça fait partie de mon ADN de construction, quoi.
Alors vous m'avez dit que vous aviez finalement découvert réellement la lecture en 3e, quand vous aviez été en pension et que dans cette pension, il y avait une merveilleuse bibliothèque. C'est ça. À l'époque, on n'avait pas tellement de réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone. Et c'est vrai que la pension, quand on s'y retrouve à 15 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Et il y avait du coup, l'ennui est merveilleux, il y a la bibliothèque. Et là, la bibliothèque, ça a été une caverne d'Ali Baba pour moi. J'ai découvert plein de styles de livres. J'ai découvert tous ces romans d'anticipation, des dystopsies. J'étais fan des George Orwell, des Fahrenheit 451. Ça a été un moment dans ma vie. Et j'étais fascinée de me dire qu'à cette époque, ils ont été en 48, il avait été capable d'imaginer le monde en 84. Et c'est tellement d'actualité aujourd'hui, quoi. Donc ça, je trouve ça... ces moments-là, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, donc je me suis mis à fond. J'ai quitté les bandes dessinées pour me mettre dans la lecture. Et puis aussi, c'est les professeurs. J'ai aussi un professeur de français en 3e qui a été très inspirant, qui nous a fait lire des livres pas dérangeants, mais qui nous ont un peu perturbés. Et donc, du coup, on a ouvert un champ complètement nouveau pour moi. Et quels sont les livres dont vous gardez un souvenir marquant? Les premiers livres. Justement, le premier livre qui m'a marqué, c'est un livre de Boris Vian, L'écume des jours. Je ne sais pas si aujourd'hui, à mon âge, je le relirais, je serais autant impactée par ce livre. Mais à l'époque, j'avais été fascinée par cette folie, par cette critique de la société qui fait de consommation. Et en même temps, ça part sur une histoire d'amour qui est folle, qui est complètement folle, qui est d'une tristesse absolue parce que tout ça finit super mal. Mais en même temps, c'est plein d'espoir ce livre, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Boris Vian. J'ai adoré plein de ses livres. J'ai découvert que c'était un artiste incroyable, d'une richesse incroyable. Il adorait le jazz. J'adore sa chanson aussi, Je suis snob, c'est le seul défaut que je gobe. Voilà, donc ça c'est le premier livre qui m'a marqué. C'est ce livre de Boris Vian, quoi. Et alors justement, vous travaillez aujourd'hui dans une maison de tradition, où il y a un univers qui est codifié quand même dans la cuisine. Est-ce que justement cette folie et cette poésie qu'on retrouve chez Boris Vian vous ont influencé? De quelle manière peut-être dans votre façon d'animer vos établissements ou même d'aborder la cuisine? Je pense que je suis un peu folle aussi, quoi. Et je me suis retrouvée j'ai une vraie folie en moi. Et comme vous dites, c'est un monde qui est très, très codifié, très conventionnel. Et ces livres-là, on fait prendre conscience qu'en fin de compte, le bonheur, c'est les cartes postales que la société nous envoyait. C'était à travers nous qu'on allait le trouver, à travers notre propre folie. Et qu'il fallait s'autoriser à ça, il fallait s'écouter, justement, et pas se laisser bercer par toutes ces injonctions que le monde nous envoie, de cartes postales utopiques et qui sont en fin de compte des sources de frustration, de chaos, plutôt que de vrai bonheur, quoi. Voilà. Et dans notre métier qui justement est très conventionnel et très structuré, être soi-même. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'être soi-même et avec justement sa folie, la laisser venir. Moi, mes équipes, je pense qu'elles pensent que j'ai un grain. Donc, mais voilà, ça fait partie de ça aussi, c'est de cette énergie qu'on donne au monde qui est importante, quoi. Et tous ces livres-là par lesquels j'étais fascinée, comme Zweig, ça fait partie des écrivains qui m'ont le plus marqué aussi quand j'étais jeune, par sa poésie, par son approche aussi psychanalytique des personnages, quoi. Et ça, j'ai adoré, parce que justement, il a une approche des émotions, des obsessions qui m'a embarquée, parce que on ne le voit pas venir. C'est-à-dire, il a une complicité avec le narrateur. On ne voit pas venir, il ne juge pas, mais il nous montre toutes nos obsessions et on s'y autorise, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Et alors, Zweig en particulier parle de destin, de transmission. Et évidemment, c'est toujours très sensible au parcours humain, comme vous dites. Et vous, votre métier, l'humain est au cœur de tout. Alors,
Est-ce que justement cette façon dont Zweig sonde, comme on dit, les âmes, résonne avec votre manière de diriger ou d'animer ou de cuisiner? Déjà, on est attentif à l'humain autour de nous. Je dis par nos clients, à les signaux faibles, par nos équipes. Vraiment, l'humain est au cœur de nous tous. Mais ce qui m'a vraiment séduit chez Zweig, c'est ces portraits empathiques de ces personnages, quoi. Et ça, c'est, on se rend pas compte en fin de compte. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des livres que j'ai adoré, que c'est La pitié dangereuse, quoi. Dans ce livre, on voit pas venir à quel point c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fin de compte, on est gentil et on se laisse embarquer là-dedans et on se rend pas compte à quel point ça va devenir un engrenage et on va plus pouvoir en sortir. Et il faut garder la bonne distance par rapport à tout ça. Et chez nous, c'est pareil. Parce qu'on peut aussi se faire embarquer dans plein de situations ubuesques dans nos équipes, dans tout. Et parce qu'on se rend pas compte que l'âme humaine, elle peut être aussi... On est tenté par des bonnes intentions à partir dans des choses qui nous dépassent. Donc moi, mon métier, c'est aussi pas toujours de se laisser embarquer, même si on a envie de le faire, mais de garder cette distance aussi par rapport à ça, quoi. Mais Zweig, il est fascinant. Est-ce qu'il y a, Caroline, un autre genre de littérature que vous aimez? Oui, j'aime beaucoup les histoires de vie réelles, les biographies, les parcours de vie. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud en voyage et j'ai voulu absolument lire l'histoire de Mandela. J'étais fascinée par l'histoire de cet homme, de cette force, de ce courage qu'il a eu et cette foi en la vie. J'ai adoré aussi la biographie de Marcel Beauchamp-Blanchet. Pour moi, c'est des personnages qui nous ont fait avancer la vie, qui ont fait avancer... Voilà, je les connais pas, mais en tout cas, pour moi, ça m'inspire énormément de voir des gens qui ont autant de courage et de foi dans la vie, quoi. En fait, ils ont façonné leur destin en dépit des circonstances. C'est ça. Ils ont tenu le cap, comme on dit. Tenu le cap. Et est-ce que, justement, ça résonne dans votre façon de voir le monde? Et c'est le principe d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est un capitaine d'un bateau. Et qu'elle est souvent dans les tempêtes, nos collaborateurs, même si nous, on ne sait pas où on va, il faut qu'on ait foi. Il faut qu'on ait foi. Et moi, j'ai foi dans la vie, j'ai foi dans mon entreprise. Et c'est hyper important de rassurer nos équipes, justement, dans les tempêtes, quoi. Et c'est en ça que ces livres sont inspirants, parce que quand Mandela reste 40 ans en prison, il sait qu'il va s'en sortir. Je me dis, mais comment on est cortiqué pour ça? Donc voilà. Merci Caroline Rostand. Merci Anne. Merci Anne pour cette plongée littéraire derrière les cuisines. Tout de suite, on passe à Tempolux. Dans Tempolux, on parle de luxe durable avec Laurent Meffre. Merci beaucoup d'être avec nous. Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter votre invité? Merci Sybille. Alors aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui s'appelle Eric Katz, qui a une expérience multiple, une carrière dingue, qui est passé de la couture à la haute couture, aux bijoux, aux médias, et qui, en 2000, crée Métal d'Alcôve, une boutique atelier rue Lamarck à Paris, et il va nous dire exactement de quoi Métal d'Alcôve retourne. Mais en tout cas, merci et bonjour Eric Katz. Merci à vous et surtout, merci de m'accueillir. Alors racontez-nous un peu l'origine de Métal d'Alcôve. Quand j'ai créé donc Métal d'Alcôve, au départ, je voulais pas me trouver dans le 18e, rue Lamarck et tout ça. Si j'avais eu les finances, bien évidemment, j'aurais été rue du Faubourg Saint-Honoré, parce qu'en ayant été dans la haute couture, je fais de la haute couture du luminaire, c'est-à-dire que je ne fais que de la pièce unique, mais je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai atterri donc sur la butte Montmartre, qui est quand même historiquement un quartier d'artistes et d'artisans, et j'ai trouvé que ma boutique y avait bien sa place. Donc je suis au 86 rue Lamarck, Métal d'Alcôve, et Métal d'Alcôve résume dans son appellation la totalité de ce qu'est mon concept. C'est-à-dire qu'il y a la froideur du métal, qui est très masculin, très acéré, très guerrier, et toute la chaleur de l'alcôve. Donc dans mes créations, il y a toujours des formes très rectilignes, un peu phalliques, mélangées à des volutes, des cercles, des ronds. Et c'est cet équilibre des deux qui m'intéresse. Métal d'alcôve, c'est la rencontre du verre et du métal, du masculin, du féminin, du yin, du yang, et je peux le décliner à l'infini sur tous les champs d'opposition. Donc Métal d'Alcôve aujourd'hui fait de la pièce unique
à partir de verreries anciennes. Donc, je travaille vraiment sur des verres qui datent des années 20 aux années 80, qui proviennent des antiquaires, des brocantes, des salles des ventes, Voilà. Et ça, c'est ma contrainte. Donc, la contrainte est donnée par la forme de la verrerie. Et je vais ensuite créer le pied avec des matériaux que je vais détourner de leur fonction. Là où mon travail se distingue des autres, c'est que je mets au défi n'importe qui de pouvoir identifier l'origine des composants dans mes réalisations. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le fameux urinoir qui devient la fontaine. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que je vais prendre un objet, je vais changer sa forme, son positionnement, et je vais surtout lui attribuer une nouvelle fonction. Donc ces objets viennent du quotidien, c'est des objets usuels, sans forcément une très grande valeur esthétique au départ, mais je vais les sublimer en les associant avec d'autres objets et en obtenant ces pièces uniques. Pour faire des pièces uniques, et on passe de métal de récupération pour aller vers de la pièce unique et artistique. Le choix de travailler avec ces matériaux-là, comment il arrive? Il est venu naturellement. Moi, j'ai toujours traîné mes guêtres dans les antiquaires, les puces, etc. Bon, mon grand-père lui-même était antiquaire, donc si vous voulez, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon, maintenant, effectivement, l'idée d'associer ces matériaux entre eux, c'est pas quelque chose d'instinctif au départ. Je vais trouver des pièges, je sais absolument pas ce que je vais en faire. Elles peuvent rester une journée dans l'atelier, ou elles peuvent rester 1 an, voire même 10 ans pour certaines. Et puis il y a toujours un moment donné où elles vont s'attirer entre elles. Et d'ailleurs, c'est assez marrant quand je fais le montage, parce que bon, évidemment, je perce, je taraude, je polis, je lime, j'assemble, je nettoie. Bon, hein. Et des fois, les éléments comme des aimants vont s'accrocher, et parfois ils vont se rejeter. Et quand on veut forcer la création, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une lampe, je rentrais chez moi, j'étais content, ok, et on arrive le lendemain, et le verre s'est fendu, voilà, il a résisté, donc faut aller par affinité, voilà. Et mes créations sont bien évidemment un montage de... Je mélange tout, en fait, je mélange non seulement les matériaux, mais les formes, les styles, les époques, et je redéfinis, je réécris une histoire au travers des objets. Voilà, c'est comme un scénariste, en fait. En termes techniques, vous avez fait comment du coup? Parce que travailler le tissu et travailler le métal, c'est quand même Oui, c'est pas la même chose. Mais je pense que quand on est dans la création, on peut tout travailler. C'est comme un musicien, il peut passer du violon au piano. Il aura peut-être pas forcément la même virtuosité, mais il saura le faire. Donc c'est vrai que j'ai fait du vêtement, j'ai fait du bijou, je fais du luminaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis un peu frustré parce que j'aimerais passer à des volumes beaucoup plus importants. J'ai envie de faire du mobilier, mais l'atelier est trop petit, malheureusement. Et j'ai l'idée de faire parce que bon, je veux dans mes meubles faire un peu la même chose que dans mes luminaires. Je vais travailler avec des matériaux de récupération, du métal, du verre, et j'ai envie de créer un fauteuil pour les psys qui varie selon la couleur par rapport au ressenti corporel du patient. Voilà, Ah oui. voilà, c'est ça. Ah, donc un fauteuil qui serait Un capteur d'émotion, exactement. Sensible aux émotions dégagées Absolument. par le patient lors d'une session. Absolument. Très bien. Voilà. Bon, on verra si ça se matérialise un jour. Donc ça, mais c'est pour les établissements 4. L'idée est lancée. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Très bien. Ouais. Le luxe aujourd'hui, comment vous le voyez? Parce que vous avez une clientèle qui est particulière, qui est professionnelle. Vous avez même créé des ateliers de décothérapie à travers la boutique atelier. Le luxe aujourd'hui, pour vous, se détermine comment? Alors, je vais en parler. Vous avez parlé de la décorathérapie, effectivement. Et pour moi, c'est ça le luxe aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais dans l'enseignement, j'étais prof de sémiotique pendant 30 ans. Et quand j'ai arrêté l'enseignement, indépendamment de ma volonté d'ailleurs, je tiens à le préciser quand même, tout d'un coup, je me suis retrouvé tout seul dans mon atelier. Donc, il a fallu que je recrée du lien social. J'enseignais donc aux étudiants à décoder des messages publicitaires. Et je me suis dit, c'est pas parce que je ne suis plus dans des structures scolaires, universitaires, etc., que je dois stopper cette activité. Et je me suis dit, je vais enseigner ce que je fais dans mon atelier. Donc, j'apprends aux gens à créer des luminaires. Et la décorathérapie, c'est mettez en lumière votre richesse intérieure. Il n'y a rien de plus valorisant. On parlait d'une idée, voilà, mon fauteuil qui capte les émotions des gens, c'est une idée. Est-ce qu'elle verra le jour Est-ce qu'elle verra le jour un jour C'est pas mal ça. Donc, ou pas, j'en sais rien. Mais
la décorathérapie, ça permet à chacun non seulement d'avoir une idée, mais de la matérialiser. Et je peux vous garantir que j'ai ouvert mon atelier il y a 25 ans. Aujourd'hui encore, parfois, quand j'ai terminé une pièce et que je la regarde, je me dis, ça va, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est vous Donc, qui avez inventé le terme ou c'est Ah oui, quelque oui, chose oui, qui- c'est déposé, Ah oui, INPI, décorathérapie, mettez en lumière votre richesse intérieure. Voilà, on n'est pas concepteur-rédacteur pour rien. Donc vous avez posé ma définition du luxe aujourd'hui, c'est l'humain. Voilà. Il y a 2 choses qu'on ne peut pas acheter sur cette terre. La première, c'est le temps. Hein. L'espace, oui, je peux m'acheter un manoir de 600 mètres carrés. Et encore 600, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, on peut acheter de l'espace, oui, ça c'est sûr. Mais le temps, non. Demandez à quelqu'un sur son lit de mort s'il pouvait acheter des heures supplémentaires, il serait prêt à consacrer toute sa fortune. Donc pour moi, le luxe, c'est le temps qu'on va consacrer aux gens. Et la décorathérapie, c'est ça. C'est un être humain, un produit et du temps. Voilà. Et dans cet atelier de décorathérapie, les gens peuvent venir apporter des matériaux à eux qui appartiennent à leur histoire, à leur patrimoine, et on va travailler dessus, on va les transformer. Évidemment, ils vont puiser aussi dans le stock gargantuesque de l'atelier. Et puis après, libre à eux, effectivement, de relever leurs manches et puis de percer ou s'ils ont peur. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit non, je suis désolé, le verre, je le sens pas, je vais pas aller percer du verre. Je le fais à leur place, voilà. Mais pour moi, le luxe aujourd'hui, c'est ça. Et d'ailleurs, je m'insurge complètement, je vais me faire démolir, mais c'est pas grave, contre les Dior, les Chanel, les Saint-Laurent. Pour moi, aujourd'hui, c'est du marketing de masse, c'est pas du luxe. Le luxe, c'est l'humain. Voilà. Ça, c'est l'humain et le temps. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Éric Katz. Je rappelle que vous êtes fondateur de Métal d'Alcôve. Merci, Laurent Meff, pour ce moment Tempo Luxe. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Et tout de Eric. suite, direction notre deuxième restaurant de l'émission. C'est Bouche Bée, tout de suite avec Béatrice Constant. Tout de suite, nous partons pour une escale gourmande à Buenos Aires, en Argentine. Béatrice Constant nous fait découvrir le restaurant du chef Fernando de Tamazo. Il nous propose un menu spécial où les saveurs argentines se mêlent au feu de bois pour réchauffer l'hiver. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Bouche Bée. Je suis à 2 pas du Montmarché et cette fois-ci nous allons découvrir la toute nouvelle adresse du chef Fernando de Tomaso. On va récupérer un peu de chaleur, il commence à faire terriblement froid. Suivez-moi. Bonjour Fernando, merci beaucoup de nous accueillir. On est ravis de venir découvrir votre nouvelle adresse, Paris-Buenos Aires. Cette fois-ci, vous êtes rive gauche. Et dès qu'on rentre dans la salle, on sent déjà un premier indice, il est olfactif, puisqu'on sent un peu le feu de bois. C'est quoi finalement cette adresse par rapport à Biondi, tes autres adresses? Ici, c'est une définition un tout petit peu plus claire de notre cuisine. Donc, on a vraiment les classiques de l'Argentine profonde, un schéma un tout petit peu plus léché Ouais. et un tout petit peu plus de finesse. Allez, c'est parti. On déguste carabineros et avec le chimichurri maïs et aubergine fumée pour répéter. Donc, je te sers. C'est un tout petit peu une langouste hein, quand même, le carabineros. Il reste un produit vraiment, bah, tu vas sentir hein, le iode à l'état pur. Hein. Ça, c'est les carabineros, ils viennent d'où? Ça vient de Catalogne. Ils ont besoin de l'eau douce et l'eau maritime. Alors, picanha servi avec épinards et pleurotes, Tout à fait. avec une sauce au poivre. Tout à fait. Enfin, une sauce au poivre, poivre Sichuan, c'est ça, poivre poivre. indonésienne aussi. Et on fait un mélange et après on travaille avec le cognac, porto et pastis. On fait un flambé, 3 alcools et après on va retrouver des arômes différents. Pour le dessert, je te propose goûter un Malbec un tout petit peu atypique. Ça part super Malbec, mais il n'y a pas beaucoup de Malbec. On a injecté un tout petit peu de Pinot Noir et de Tempranillo et que ça crée un vin léger pour le dessert. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Allez, c'est parti. C'est un dessert qui marque. C'est un marqueur. Et au-delà, c'est un dessert que même les gens qui n'aiment pas le sucre, ils peuvent le partager. Bah, c'est assez surprenant parce que le dulce de leche, on imagine toujours quelque chose d'assez écœurant. Et difficile à travailler. Hein. Difficile à travailler aussi. Moi, j'imagine toujours les grands-mères qui font ça sur la casserole et qui passent des heures et des heures à remuer. Le caramel, bon, il faut les trouver, sublimer la finesse. Hein, sublimer la finesse de... Alors, c'est vrai que c'est décadent comme dessert. Hein, on se fait plaisir. On le sait qu'on se fait plaisir quand on le mange. Mais c'est pas du tout écœurant et c'est extrêmement bien. Le crumble, justement, qui est salé, un peu amer.
avec le Malbec en plus, c'est Ça, génial. Très bien. Ça, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup Fernando d'avoir partagé ce repas, de nous avoir montré en cuisine ce qui s'y passait. Tu reviendras sur Bouche Bée, peut-être qu'on découvrira de nouvelles adresses. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Béatrice pour cette virée gustative. La grande interview, c'est maintenant. Je suis allée à la rencontre d'Alain Neymarck, qui est président de la marque de luxe mais accessible Mauboussin. Un rendez-vous rue de la Paix, dans le quartier des Joailliers. Pour cette grande interview, j'ai le plaisir de recevoir Alain Neymarck, qui est président de Mauboussin, joaillier français, dont la maison remonte au 19e siècle. Au fil des décennies, Mauboussin a su évoluer pour devenir une marque iconique du luxe accessible et nous allons revenir sur ce parcours. Bonjour Alain Neymarck. Bonjour. Ces dernières semaines, le monde a beaucoup parlé de bijoux, notamment avec le vol du Louvre, le cambriolage notamment des couronnes royales. Vous, en tant que professionnel de la joaillerie, comment est-ce que vous avez réagi à ces annonces? Je crois que j'y ai pas réagi en tant que professionnel du métier, j'y ai réagi en tant que citoyen. C'est pas un vol de bijoux, c'est un vol d'un élément central du patrimoine de la France, et c'est en cela que c'est choquant. C'est pas la valeur vénale des objets, d'abord parce que je ne suis pas convaincu qu'on puisse véritablement fixer une valeur vénale. On pourrait tout juste fixer une valeur entre guillemets de remplacement, et comment remplacer des joyaux de cette nature. De l'histoire. Donc je ne crois pas non plus qu'il y ait une valeur en démontant les 10 objets, parce que d'abord, qui accepterait de démonter de tels objets? Mais c'est intéressant quand même de se poser la question de savoir qui commandite finalement des actes, parce que les petits délinquants qu'on a arrêtés ne sont certainement pas à l'origine de l'affaire. Non. Et justement, en essayant de trouver s'il pouvait y avoir un côté un peu positif de l'affaire, c'est de voir que finalement, énormément de monde s'émeut encore qu'un vol d'une partie de l'histoire, de bijoux de la France soit réalisé. Ça vous a pas fait quelque chose? En tout cas, moi, je me suis dit, c'est aussi beau de voir que quand on touche encore à l'histoire, à des bijoux, ça fait vraiment réagir toute la France. Ben, si en fait c'est le cas, alors il est presque salutaire, ce vol, parce que c'est vrai qu'au cours des dernières années, on peut avoir des doutes sur l'attachement d'une partie significative de la population à son patrimoine historique, alors que là, véritablement, les réactions sont assez unanimes pour regretter l'acte. Mais bon, voilà, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur la sécurité, etc. Bon, je crois que nous sommes particulièrement sensibles au problème de la sécurité quand on est joaillier, quand on a des magasins et tout. Donc c'est effectivement un sujet, mais pour moi, c'est pas le sujet du vol d'un musée. Et je dirais que c'est presque une publicité pour l'histoire de France. C'est en tout état de cause une publicité pour le musée du Louvre. Et je suis content que ça renforce l'image du Louvre comme un musée et moins comme un centre commercial. Oui. Et justement, vous avez parlé de sécurité. Est-ce que vous, le fait que peut-être de plus en plus de personnes soient attirées par des bijoux, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites qu'il faut renforcer la sécurité des boutiques? Comment est-ce que vous voyez ça peut-être en interne? Si vous voulez, la sécurité, c'est un sujet permanent. Oui, j'imagine que c'est un sujet phare. On ne va pas renforcer particulièrement parce qu'il y a eu ce vol-là. On sait que c'est compliqué, on sait qu'en plus, le renchérissement des matières premières peut probablement susciter chez certains des vocations à essayer de s'emparer de pièces chères. Donc, mais bon, c'est aussi la vie de ce métier. Plus vous faites, plus vous travaillez des métaux précieux, des matières précieuses, plus vous savez que vous allez être convoité. Donc, bon, rien de neuf sous le soleil. Oui, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Et justement, par rapport à cette montée de l'or, de l'argent, comment est-ce que vous, au sein de Mauboussin, vous gérez cela?
D'abord, je dis à peu près toujours la même chose à ce sujet, c'est que l'or, il augmente pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un métier, notamment chez nous du métier de la haute joaillerie, ça nous concerne tous de la même manière. On n'est pas... Donc, quand ça concerne tous les acteurs d'un même métier, Oui. ça s'équilibre. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet par rapport à nos clients, sur la possibilité d'acquérir ou de ne pas acquérir. Mais au fond, il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des 24-36 derniers mois sur ce marché du bijou, ce marché de la joaillerie. C'est vrai qu'on vend plus d'objets en argent aujourd'hui qu'on en vendait il y a 4 ans. Et c'est vrai aussi que ça n'est pas qu'à cause du prix. C'est parce que l'argent, qui est un métal précieux moins cher, nous amène souvent à faire des pièces plus volumineuses. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à dire, en tout cas chez nous, chez Mauboussin, qu'on va faire des pièces plus extravagantes en argent, voire plus extravagantes en platine, puisque le platine, en fait, la valeur platine a baissé par rapport à la valeur or, compte tenu de l'augmentation différente du coût de la matière première, et on va faire des objets plus minimalistes en or. L'évolution du temps présent va dans le sens de l'histoire, pour moi. L'or va renforcer, en fait, son caractère minimaliste, son caractère mesuré dans la présentation au monde, mais il continuera à représenter pour les femmes, non pas une fascination à cause de son prix, mais un fantasme compte tenu de sa légèreté. D'accord, donc c'est pas forcément le marché financier qui va avoir un impact sur l'esthétique. Non, exactement. Le marché financier, au fond, l'or est un métal spéculatif, c'est clair, c'est une matière spéculative. Il y a des faits assez curieux. L'or augmente, le diamant baisse aujourd'hui. Donc il faut voir que ce sont des appréciations sur des types de spéculations données. L'or augmente aussi vite parce qu'il est un objet de spéculation d'État. À un moment donné où les monnaies souffrent, on les couvre davantage probablement avec de l'or. Ça rejoint les périodes des talons or qu'on a pu connaître il y a une 50aine d'années. Donc en fait, on vit cette spéculation. Mais vous savez, quand on a une augmentation du coût de l'argent, du prix du métal argent, c'est pas une spéculation. C'est un rapport avec la consommation. C'est-à-dire comme il y a de plus en plus d'objets qui sont faits en argent, le prix de l'argent augmente. Et là, c'est vraiment un phénomène de marché. Et le platine, c'est un peu entre les deux. C'est souvent la demande qui crée une augmentation du prix du métal, mais ça peut être aussi un élément spéculatif. Maintenant, derrière ça, au fond, vous achetez pas un bijou, enfin je l'espère, vous achetez pas un bijou pour sa valeur vénale. Vous achetez en fait pour sa valeur émotionnelle, affective et créative. Et je pense que c'est là que s'est situé le challenge de Mauboussin depuis 25 ans. Mais 25 ans, c'est peu sur 200 ans d'histoire, puisque la maison aura 200 ans dans 2 ans. Parce que c'est vrai qu'on remarque que vous faites partie de ces maisons de luxe assez accessibles. On a quand même des prix qui sont plus bas que certaines maisons. Ça, du coup, cette situation au niveau des matières premières, ça ne s'applique pas sur vos prix, enfin, ça ne se ressent pas sur les prix. Vous savez, d'abord, il faut se poser la question sur qu'est-ce que l'accessibilité. L'accessibilité, avant d'être une accessibilité monétaire, c'est une accessibilité créative. C'est-à-dire que vous allez aller vers telle maison ou telle marque parce que vous vous sentez attiré par sa création, parce que vous vous dites, cet objet, j'ai envie de le porter, ou cet objet, j'ai envie de l'offrir. N'oublions pas qu'un bijou qu'on échange ou un bijou qu'on s'offre à soi-même, c'est une empreinte de bonheur. Donc c'est ça le point de départ de l'histoire. Donc cette disponibilité créative, donc cette accessibilité ensuite, elle a un complément qui est effectivement la question du prix auquel on peut acheter le bijou. Mais vous savez, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à mettre le prix
sur les publicités, c'est parce qu'en fait, je souhaitais que la femme ait la capacité à se dire « je le veux », parce qu'en fait, elle se disait « je le peux ». Oui, Et je peux me l'offrir moi-même. Oui, voilà, exactement. C'est le passage du « je le veux » au « je le peux ». Alors, est-ce que le passage du « je le veux » au « je le peux » souffre en période de renchérissement des prix? Sûrement un peu, mais seulement un peu. Parce que, en dehors de bijoux qui sont tout en or, la part de l'or est quand même minoritaire dans le prix de revient de l'objet. Donc ça ne peut pas, du jour au lendemain, même si l'or a beaucoup augmenté, je vous rappelle quand même, il y a à peu près un an, l'or était aux alentours de 80 000 euros, et aujourd'hui il est aux alentours de 120 000, donc c'est quand même une augmentation très importante, de près de 50%, mais malgré tout, on raisonne sur des grammes d'or. C'est-à-dire que donc il faut considérer que c'est un renchérissement, mais ça n'est pas un obstacle insurmontable pour la majeure partie des gens. Et puis en parallèle de ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées chez Mauboussin. Vous pouvez acheter des bijoux en 10 fois sans frais. Il y a le prix n'est pas simplement une valeur, c'est une valeur qu'on accompagne avec un certain nombre d'éléments qui permettent de le rendre accessible. Bon, et puis le troisième élément d'accessibilité très important, c'est l'accessibilité géographique. Aujourd'hui, vous avez chez Mauboussin, en tous les cas, on est dans un univers où sur le territoire français, on a 80 boutiques. Ça veut dire que, indépendamment d'une cinquantaine de détaillants sur le territoire qui nous vendent en complément, et à côté du site internet qui permet aussi d'acheter. Ce qui est très important, c'est que vous puissiez évaluer ce bijou sur vous. Et même, je dirais, pour celui qui vous l'offre, de pouvoir, dans le magasin, se rendre compte de ce que ce bijou va être pour vous. L'accessibilité, c'est ça aussi. Alors, évidemment, les éléments d'environnement comptent. C'est sûr que l'augmentation du prix des matières premières joue et donc des prix. C'est sûr que l'environnement social et politique un peu perturbé peut freiner certains élans de consommation, mais il ne faut jamais, comment dire, surévaluer le marginal par rapport au central. Ce qui fait l'envie du bijou, c'est l'impérissable besoin de bonheur et de le prouver. Ce tournant vers l'accessibilité, est-ce qu'il y a eu un tournant ou ça a toujours été comme ça depuis la création de la marque? C'était au cœur de son ADN? Vous savez, quand on lit 200 ans d'histoire, on a envie de le lire à sa sauce et à sa manière et pour y retrouver des légitimités. On peut dire qu'au milieu du 19e siècle, quand la maison Mauboussin a développé un brevet qui permettait d'alléger les parures de haute joaillerie de manière à les rendre plus confortables, c'était aussi une démarche vers une accessibilité plus grande. On peut dire que dans les années Art déco, quand Mauboussin, indépendamment des pierres précieuses, a développé l'utilisation des pierres fines et que ça a permis de rendre des joyaux beaucoup moins chers parce que les pierres étaient moins chères, ça allait dans ce sens-là. Mais ça, c'est une lecture a posteriori. Moi, la réalité de mon credo, c'était qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, 25 ans, je pensais que la femme assumerait de plus en plus ses propres choix. Et que de la même manière qu'à 25 ans, elle allait chez Saint-Laurent-Rive-Gauche acheter elle-même ses tenues, elle allait pouvoir aller chez Mauboussin acheter ses bijoux parce que les prix n'étaient pas à ce point incohérents les uns avec les autres. Donc, tendance, ou en tous les cas tournant ou préoccupation historique chez Mauboussin, sûrement, mais pas uniquement chez Mauboussin, je pense chez presque tous les acteurs de la haute joaillerie. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, c'est sûrement un peu plus l'air du temps. Oui. Vous avez parlé de 80 boutiques en France, vous avez aussi opéré une véritable démarche de relocalisation depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça c'était un défi pour une maison de joaillerie de trouver tous les savoir-faire en France, etc. C'était très transgressif quand moi je suis arrivé en 2002 d'aller faire les bijoux en Chine ou en Thaïlande en prétextant à l'époque que
Ce que Tiffany faisait très très bien, Mauboussin pourrait le faire aussi, puisqu'à l'époque, je suis allé en fait faire mes bijoux dans des usines qui travaillaient beaucoup pour Tiffany en Asie. L'Asie, c'est loin, pour être clair, et c'est surtout loin pour un créatif qui est en même temps le patron d'une petite maison. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de rapatrier, et je l'ai fait en 2014, donc bien avant tout ce qui s'est dit sur la relocalisation. Je l'ai fait tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile pour moi. Je sors à peu près des bijoux toutes les 6 semaines. Ah oui. Donc le travail permanent avec l'atelier est indispensable. Et les allers-retours aussi constants, j'imagine. Et vous ne pouvez pas faire ça quand c'est à Hong Kong Oui, ou à Shenzhen, voire à Bombay quand on les a fabriqués en Inde. Vous pouvez avoir 2 campagnes par an pendant lesquelles vous allez passer 2 semaines ou 3 semaines à concevoir vos bijoux, mais vous n'aurez jamais le travail d'artisan que je peux faire ici. Et vous avez parlé tout à l'heure justement du fait que vous affichez les prix. C'est vrai qu'on les voit pour ceux qui prennent le métro parisien. Il y a des belles affiches et puis le prix affiché. Ça, c'est justement des manières de communiquer sur votre accessibilité, votre côté grand public. Qu'est-ce que vous faites comme méthode justement? Enfin, en tout cas, le Mauboussin est très présent dans le grand public. La première des choses, c'est de créer régulièrement. Parce qu'en fait, en ayant beaucoup de magasins, j'offre l'opportunité aux femmes de France de venir dans nos magasins et de venir regarder toutes les 6 semaines une nouvelle création. Venir la voir, ça n'est pas venir l'acheter, c'est venir déjà respirer une interprétation de l'air du temps au travers du bijou qui est créé. Maintenant, la publicité grand public, c'est une publicité au service du produit. Donc, en fait, quand moi je suis arrivé dans le métier, il n'y avait pratiquement que de la publicité institutionnelle. On faisait de la publicité sur les marques, on faisait peu de publicité sur les produits spécifiquement. Pour moi, c'était impensable de continuer à faire ça, parce que si vous concevez votre métier pas simplement comme un métier d'excellence, pas simplement comme un vendeur de trophées, pas simplement comme un vendeur de preuves de sa puissance financière, mais comme effectivement un vendeur de création, vous avez impérativement besoin de la présenter. La présenter, c'est la présenter dans la pub, parce que la pub, c'est un élément de communication d'abord de la création. Et c'est là où l'association avec le prix, pour blasphématoire qu'il a été vécu, ne l'est pas du tout. Parce qu'au fond, j'ai eu une interview, il y a 20 ans, un journaliste m'a dit « Mais vous avez conscience que beaucoup de gens disent que le prix sur la pub, c'est blasphématoire. » Et blasphématoire, pourquoi? Vous pensez franchement... Par rapport à qui? Monsieur, vous êtes marié. Et il me dit oui. Je lui dis, ça vous arrive d'acheter des bijoux, probablement, ça vous est arrivé. Est-ce que vous pensez que votre femme a mesuré la quantité d'amour qu'elle avait pour vous au nombre de billets que vous avez dépensés pour acheter le bijou? Est-ce que l'amour est proportionnel à l'argent? Non. Alors laissez-moi mettre le prix sur la pub. On va parler tout de suite des tendances, justement, bijoux, mais tout de suite, je vais vous montrer un micro-trottoir qu'on a réalisé dans la rue. J'en mets beaucoup par occasion, surtout dans des fêtes ou dans des mariages, des événements comme ça, ou par exemple des rendez-vous importants. Plutôt de l'argent, mais sinon j'aime tout. C'est moi qui achète mes bijoux, et plus de 1000 €, je pense. Je ne porte pas de bijoux précieux au quotidien. J'ai quelques bijoux auxquels je suis attachée parce qu'on me les a offerts. Je les porte rarement parce que je n'y pense pas. J'ai des bijoux qui me viennent de ma famille, quelques bijoux que j'ai vus porter par ma mère, par des gens que j'aime. Pour une bague, je peux mettre 3 000 à 4 000 € si la pierre me plaît vraiment. J'aime beaucoup les saphirs clairs, les pierres colorées. Ma grand-mère, elle en porte énormément, donc je pense que c'est héréditaire. Je me sens nue quand j'oublie de mettre les bijoux, ça m'arrive. Je trouve ça désagréable même. Je trouve que la journée ne commence pas de la même façon. Je trouve que les bijoux, c'est quand même un gain. C'est-à-dire dans la tenue, ça rajoute quelque chose en plus, un supplément. De base, moi, j'étais pas trop bijoux, mais j'ai pu apprendre au fil du temps que le bijou, c'était aussi culturel. Vous aurez plus de chances de voir une personne de couleur noire porter de l'or par rapport à de l'argent.
parce que ça a une signification. Vu que je suis étudiant, je ne pourrais pas mettre beaucoup forcément. J'espère plus tard pouvoir mettre selon mes envies plutôt. Pour une montre, ça peut être dans les alentours de 100 à 200 euros. Ma mère vient de décéder il y a 2 mois et c'est son alliance que j'ai voulu. L'histoire autour de cette bague, c'est que quand on était enfant, elle enlevait sa bague. Un jour, elle a disparu devant l'évier où elle faisait la vaisselle. Alors mon papa n'était pas très content de ça. Donc il lui a dit, il va falloir attendre. Je ne sais pas combien de temps, d'années qu'elle a attendu, mais il lui a offert cette bague-là avec 5 diamants pour nos 5 membres de la famille. Je le porte tout le temps et pour rester auprès d'elle. Petit budget, j'ai pas les moyens, mais j'ai plein de bijoux, pas tout, que mon père offrait souvent à ma mère. Et j'en ai. Mais de nos jours, on ne peut pas trop les porter en public. Alors, est-ce que vous avez une réaction à chaud déjà? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et de choses passionnantes. La jeune femme qui disait « je me sens nue sans bijoux ». La première qui disait « j'ai besoin des bijoux en argent, de bijoux qui me permettent de m'exprimer ». La dame qui disait je ne mets pas les bijoux, je mets pas les bijoux. Enfin, je ne mets pas les bijoux, mais quand même, je les achète, et je les achète 3 000 à 4 000 euros avec des pierres de couleur. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui achète des bijoux. Mais ça veut dire qu'en l'occurrence, elle n'a pas envie de les afficher comme des trophées. Oui. Et c'est très intéressant. Oui, ça, il y a eu 2 fois le côté j'ai pas forcément envie de les afficher dans la rue, etc. Exactement. Et la dernière, c'est très touchant. Oui. Parce que la dernière, c'est celle qui exprime qu'au fond, le bijou, c'est la transmission de l'émotion de l'enfance et de l'émotion de ses parents. Et je trouvais que voilà, c'est beaucoup de choses qui ont été dites sur le bijou, sur ses différentes facettes. Beaucoup d'émotionnel en tout cas, mais ça c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un best-seller chez Mauboussin, justement, quelque chose qui touche peut-être toutes les générations, ou alors quelque chose qui s'achète Il y a un best-seller qui en fait, simple, c'est que c'est le premier bijou que j'ai dessiné chez Mauboussin, c'est la bague de fiançailles de la Chains of Love. Cette bague a une histoire, parce qu'en fait, elle va être créée pour la Saint-Valentin 2005, donc je la sors en décembre 2004. Et c'est le premier bijou que je sors. À l'époque, je n'ai pas la direction artistique. C'est ce qui va décider du fait que je vais en fait rester dans le métier, parce que le parcours, vous l'avez sûrement abordé avant, j'ai passé 17 ans dans la mode et le textile avant d'arriver en joaillerie. Et quand je suis arrivé en joaillerie, j'ai appris le métier. Et c'est la première des choses. Et ce solitaire-là, c'était un solitaire qui est né de la constatation que j'avais fait en magasin, puisque quand je suis arrivé chez Mauboussin, je travaillais le samedi dans la boutique de la place Vendôme, où je me mettais à la vente pour comprendre le métier. Et les femmes à l'époque exprimaient l'envie, quand on leur montrait les bagues de fiançailles, d'une bague où le diamant ne soit pas enfermé. Enterré quelque part. Et donc la Chains of Love, c'est en fait un diamant qui est émergent et autour duquel on a mis un trèfle, qui est un trèfle en diamant, qui exprime l'harmonie, parce que les fleurs, ça exprime l'harmonie. Et tout le monde m'a dit, il ne faut pas lancer ce bijou à la maison, parce que comme le diamant est extérieur, il va s'accrocher aux vêtements. Et j'ai dit, je m'en fous, parce que moi, j'entends mes clients dans le magasin et je suis sûr de ça et je suis sûr de l'histoire. Et aujourd'hui, on peut dire, ça fait 20 ans après. 20 ans après, on a dû vendre 170 000 pièces. C'est le best-seller. Alors, il y a d'autres best-sellers, de ces années en tous les cas. Il y a d'autres best-sellers. Il y a une bague notamment que j'ai dû lancer en 2010 qui s'appelle Le Premier Jour, qui est une bague avec trois anneaux qui sont faits de petites boules d'or. Et les petites boules d'or, c'est des boules de bonheur sur lesquelles vous construisez votre vie.
Et pourquoi 3? Parce qu'en fait, il y a une route qui est la vôtre, et il y a la route de votre partenaire, et la route que vous construisez ensemble. Et justement, en termes de tendance aujourd'hui, quels seraient les bijoux que Mauboussin fait les 3 dernières années, peut-être par rapport à une évolution de goût Moi, je vais prendre les bijoux que je viens de faire. Oui. C'est assez simple. Oui, parce que j'imagine que c'est réalisé en Les bijoux fonction de qu'il ça. vient de faire, et où on peut parler des performances, c'est probablement de l'avenir des performances. Il y a un bijou en argent, on va prendre plutôt une carte. argent. On va en prendre un en or juste après. D'accord. Il y a un bijou en argent qui s'appelle 1955, Vouloir et oser. Cette bague Vouloir et oser 1955 est très symbolique parce qu'en fait, 1955, c'est la date où nous décidons de nous implanter place Vendôme et où nous décidons de nous implanter dans la rue, avec un magasin. Jusque-là, c'était toujours en étage. Et cette bague, pourquoi Vouloir et oser? Parce que c'est très important comme message dans la vie. Il faut vouloir, mais il faut oser. Et la bague, exactement. Et la sculpture marque qu'entre entre le vouloir et l'oser, il y a un pont qui est fait des gaudrons Mauboussin. Et c'est parce qu'il y a Mauboussin que vous allez oser. Mais en termes d'esthétique, comment vous avez réfléchi? Parce que par rapport, il y a le message, mais aussi l'esthétique, j'imagine que ça touche la génération 2025. Ouais, j'ai pensé que cette génération-là, elle était preneuse d'une bague faite de lignes courbes et qui pouvait vivre ensemble, et de lignes courbes séparées. Et qu'au fond, la vie ensemble allait permettre d'apporter le bonheur. Et puis, je crois que s'il y a une poussée assez forte aujourd'hui de l'or jaune, c'est parce que l'or jaune, c'est jaune, et que le jaune, c'est la joie et c'est l'énergie, et que les gens d'aujourd'hui ont besoin de joie et d'énergie. En tout cas, sur ces modèles, il n'y en avait qu'un seul qui avait des petites pierres. C'était plutôt du coup axé matériaux, métaux. Oui, parce que oui, c'est sûrement en tous les cas implicitement quelque chose que j'exprime. C'est que les pierres qui sont... Vous savez, la pierre, elle incarne la femme ou elle incarne l'émotion. L'émotion, c'est l'embelle comme le vent. Le diamant, c'était dans le Chains of Love, hein, c'était ce diamant émergent qui est la femme. Et l'autre bague, peut-être, qui représente l'air du temps, qui est un tout petit peu plus âgée, qui a 8 mois d'existence, c'est une bague en platine qui s'appelle Diam Diam, où vous avez un pavage de diamants, parce que c'est le pavage de la rue. Et le pavage de la rue, au centre de cette rue, il y a un diamant qui est un diamant, donc le pavage fait 0,52 je crois, la pierre de sang fait 0,48 et la pierre de sang c'est la femme. Et la femme au milieu de cette rue, c'est mon concept de la princesse de la rue. C'est ça la vocation de Mauboussin. C'est parce que mon métier c'est de parer la princesse de la rue, bien au-delà des têtes couronnées, même si ça m'arrive de faire des couronnes pour des princesses de cour. Ouais. Moi, au fond, de faire la couronne de Miss France, ça symbolise tout ce que je pense, en fait, de la magie de ce métier. C'est que je suis là pour le bonheur de toutes, pas seulement pour le bonheur de quelques-unes. Merci beaucoup, Alain Lemarque. Je rappelle que vous êtes président de Mauboussin. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience. Et voilà, c'est déjà la fin d'Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Merci à tous nos chroniqueurs, nos intervieweurs, nos reporters, Djemal Gulb, Anne Bassi, Laurent Meffre, Béatrice Constant, et puis derrière la caméra, Juliette Miglierina et Alexandre Loret. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience et je vous dis au mois prochain.